Bonjour à toi et bienvenue dans Dracarys, l'émission qui parle de Game of Thrones et de politique. Vous êtes très nombreux à m'avoir demandé si j'allais faire un débrief de l'épisode 3, la bataille de Winterfell. Malheureusement, il n'y avait que très peu de propos politico-philosophiques et je voyais pas l'intérêt d'en parler juste pour le plaisir d'en parler si j'avais pas grand chose à dire. Sur l'épisode 3 quand même très brièvement parce que vous m'avez demandé mon avis, je l'ai trouvé un petit peu frustrant, pas tant parce que c'est Arya qui tue le roi de la nuit, ça a un sens, simplement en fait j'aurais beaucoup aimé qu'on trouve une résolution symbolique à tout ce qui avait été construit depuis le début de la série. On nous avait fait un build-up de malade sur les espèces de mandalas que le roi de la nuit dispose un petit peu partout, on nous avait vendu le truc comme quelque chose qui était ultra symbolique, et au final on s'est retrouvé avec le roi de la nuit il se prend un coup de dague et puis c'est fini. C'était un petit poil frustrant, voilà, donc j'attendais de voir un petit peu la suite, comment ça allait se passer. Le principe de Game of Thrones depuis le début, c'était que le mal n'était pas forcément extérieur, mais qu'il était toujours présent dans le royaume et dans chacun d'entre nous, dans chacun des êtres humains qui y vivent. Donc voilà, j'attendais de voir la suite, et pour le coup, la suite, l'épisode 4, ne m'a pas déçue. Le roi de la nuit est a priori, en tout cas, mort, peut-être pas de la manière la plus satisfaisante, mais la série revient à ses origines. C'est la politique dans toute sa complexité qui revient ici. Et la politique, très précisément, puisque c'est un épisode qui est construit sur la thématique du mensonge. Ce mensonge sur lequel tout le royaume avait été construit depuis des décennies et qui avait mené à la ruine et à la mort de dizaines de milliers d'innocents. Ce mensonge qui plane à nouveau et qui menace de créer à nouveau une situation tout à fait similaire, en tout cas si l'on n'y prend pas garde. Et c'est apparent dès le début de la conversation entre Daenerys et Jon Snow, où Daenerys littéralement manipule Jon Snow, où elle le supplie de ne pas révéler sa véritable identité. Nous sommes à Winterfell, tout le monde pleure ses morts et leur offre des funérailles dignes des enterrements vikings. Tout le monde ensuite picole, savoure le fait d'être en vie, et le trône, le pouvoir, revient au centre des préoccupations de ceux qui n'ont toujours pas compris que la vie ne se résumait pas au trône de fer. Je parle de Daenerys. Et même sa tentative de séduire Jon Snow, si on la met en parallèle avec les autres relations qui se passent dans cet épisode, la fameuse scène tant attendue entre Jaime et Brienne, même Gendry essaye de repécho Arya même s'il se prend un peu en râteau, ou Tormund qui se console du gros vent que lui a mis Brienne avec quelqu'un d'autre, ou même juste les gens qui boivent ensemble en partageant des histoires. Toutes ces relations sont sincères et franches et témoignent d'un certain sens de soulagement. Daenerys, elle, n'est pas soulagée et la sincérité semble l'avoir complètement quittée. Elle aime sans doute Jon Snow, je ne le nie pas, mais elle aime sans doute beaucoup plus le pouvoir. Et depuis qu'elle a appris que Jon Snow était en réalité Aegon Targaryen, dernier héritier de la lignée, ça la travaille. Parce que son titre, c'était à peu près tout ce qui lui restait comme raison de se revendiquer souveraine légitime des 7 couronnes. Revenons quelques minutes sur ce qui fait la légitimité d'un dirigeant. Alors on va reprendre Max Weber qui a identifié 3 types de légitimité qui confèrent du pouvoir à un dirigeant. D'abord la légitimité traditionnelle qui repose, comme son nom l'indique, sur la tradition. C'est le roi qui a hérité de sa couronne par le droit du sang, parce qu'il est né au bon endroit au bon moment, et dans le cas qui nous occupe, tant que Jon Snow ne révèle pas qu'il est l'héritier légitime Targaryen, Daenerys, au sens traditionnel du terme, là, est la souveraine légitime, puisque tout le monde pense qu'elle est la dernière descendante vivante du roi Aerys II, et donc dépositaire du pouvoir par hérédité. C'est d'ailleurs forte de cette conviction qu'elle s'est mise en tête d'aller conquérir le trône de fer. Le deuxième type de légitimité qu'identifie Max Weber, c'est ce qu'on appelle la légitimité charismatique. C'est un type de légitimité qui ne peut pas s'hériter, c'est quelque chose qui se gagne. Cette légitimité charismatique vient de l'autorité personnelle d'un leader, de sa force, de son intelligence, de ses qualités extraordinaires. C'est la légitimité qui est propre aux héros, qui, de par leurs aptitudes et leurs actions extraordinaires, fait que les gens les suivent, mais par conviction. Et Daenerys, jusqu'à la saison 3, a été un personnage précisément de ce type-là, un personnage héroïque capable de conquérir une légitimité d'ordre charismatique. Les gens ne la suivaient pas parce qu'elle était Targaryen ou parce qu'elle était héritière de quoi que ce soit, mais parce qu'elle a mis ses aptitudes extraordinaires, les dragons et leur puissance notamment, au service du plus grand nombre. Cependant, on note quand même que depuis qu'elle est à Westeros, même depuis avant, mais on va pas revenir dessus, elle a fait l'impasse sur ce besoin de légitimité charismatique, justement, s'appuyant exclusivement sur le fait qu'elle est l'héritière légitime du trône de fer. On commence à le savoir.
savoir. La légitimité charismatique en temps de crise ou de révolution, et c'est plus ou moins quand même ce qui s'est passé à Westeros cette dernière saison, cette légitimité charismatique devient plus importante que la légitimité traditionnelle. Et oui, puisque le pouvoir héréditaire n'a pas su empêcher le chaos, alors c'est d'autres sources de légitimation des dirigeants qui vont prendre le relais sur l'héritage. Daenerys semble avoir oublié que son pouvoir, ou que le pouvoir dans tous les cas, ne repose pas exclusivement sur un nom de famille, ce qui est proprement hallucinant quand on considère son passé récent. Elle qui a justement gagné sa légitimité à Essos, et qui l'aurait gagné qu'elle se soit appelée Targaryen ou du Schnock, elle considère que la loyauté de Westeros et des citoyens des 7 couronnes n'est pas quelque chose qu'elle doit conquérir, mais plutôt que ça lui revient de droit. Sauf que dans la vie, et notamment en politique, rien ne t'est jamais donné comme ça juste parce que c'est ton droit. Dans tous les cas, et en particulier quand tout le système implose, quand il n'y a plus de règles qui comptent en fait, ce que tu estimes être ton droit, il va falloir aller le chercher. Le personnage qui dans la série incarne le mieux la légitimité charismatique, c'est évidemment Jon Snow, puisqu'il a gagné non seulement que les gens se battent pour lui par l'épée, il a pas seulement gagné les services des gens, mais il a gagné les cœurs des gens qui le suivent depuis. Et personne n'a jamais ployé le genou devant Jon Snow. Au contraire, tous ceux qui se sont battus pour lui, que ce soit les Sauvageons ou encore les Nordiens, tous ont pris la décision de le suivre debout, sans qu'il n'exige d'eux une quelconque forme de soumission qu'il considérerait comme son dû. C'est là qu'on voit qu'il est pas du tout pareil que Daenerys. La troisième forme de légitimité qu'identifie Max Weber, et promis c'est la dernière, après j'arrête de vous embêter avec ça, c'est celle que Weber appelle la légitimité légale rationnelle. Dépourvue de toute considération émotionnelle, ce type de légitimité s'appuie exclusivement sur des règles étant considérées comme universelles et totalement impersonnelles. C'est par exemple le cas de quelqu'un par exemple qui a le grade de lieutenant-colonel dans l'armée, il va être reconnu comme lieutenant-colonel peu importe qui est au pouvoir. La légitimité légale, c'est ça. L'autorité, tout simplement, vient de la fonction, vient du titre et pas du tout de la personne qui a ce titre. En ce sens, Daenerys possède une forme de relative, en tout cas, légitimité légale, le fait que les gens l'appellent votre majesté, ne serait-ce que cela, mais on constate tout de même qu'elle ne se conforme absolument pas aux règles qui sont établies, comme justement universelles, dans le monde dans lequel elle évolue depuis le début de la saison. Et oui, les Nordiens ont cessé de reconnaître une quelconque autorité à ceux qu'ils considèrent comme les rois du Sud. Et ce n'est pas parce que les chefs que les Nordiens se sont choisis librement, je le rappelle, via une légitimation de type charismatique, on pense à Jon Snow mais aussi à Sansa, ce n'est pas parce que eux tentent de donner, avec plus ou moins d'enthousiasme, à Daenerys cette légitimité légale par le titre, que les Nordiens reconnaissent tout simplement cette autorité légale. Et je trouve cela extrêmement intéressant parce que ça montre à quel point le Nord a subi une véritable révolution politique en 8 saisons. En effet, au Nord, le désir de souveraineté, y compris la souveraineté d'être représenté par qui bon leur semble, ce désir de souveraineté prime désormais sur l'acceptation de règles d'ordre purement traditionnelles ou légales. Et on a donc une Daenerys dans le contexte qui s'accroche désespérément à une forme passée, ancienne, de légitimation traditionnelle et en deuxième lieu légale, alors que la société a changé et que Westeros, enfin du moins le Nord ici, a clairement subi une révolution en passant d'un système politique de type féodal où tout le monde suit la loi du lord ou du seigneur du coin sans la remettre en question, à une société qu'on pourrait qualifier de moderne entre guillemets, où un dirigeant, pour être légitime, doit absolument gagner sa légitimité auprès des gens qu'il prétend représenter. Et je vous rappelle qu'au jeu des trônes, soit l'on gagne, soit l'on meurt, et ça risque de se mettre très très mal pour Daenerys, parce que cette révolution qui a eu lieu est totalement sans retour. Ce sont précisément les dirigeants traditionnels qui ont causé le chaos, qui ont brisé en premier lieu la paix civile. Donc ce sont les dépositaires de l'ordre légal qui ont créé eux-mêmes les conditions de la remise en cause de la légitimité à la fois traditionnelle et légale de la part de la population. Comment en est-on arrivé là ? Pour que la paix civile soit conservée, il faut que le dirigeant légal soit aussi un dirigeant légitime. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple reconnaisse cette personne comme son souverain. Pas parce qu'il y est obligé, ni par des lois, ni par une tradition quelconque, mais en donnant un consentement tacite et volontaire pour être précisément représenté par cette personne. Et si un dirigeant légal n'est pas légitime, alors le fossé entre les dirigeants et les gens
qui sont censés être représentés par ce dirigeant, se creusent. Et il ne lui reste plus au dirigeant qu'à gouverner par la peur et par la force pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Il lui reste concrètement à envoyer la force armée dès que quelqu'un émet un désaccord, et ce afin d'éradiquer les sources de la contestation, et dans le même temps agiter la peur auprès de la population en lui faisant comprendre que c'est lui ou le chaos. Oui, ça rappelle des trucs bien réels aujourd'hui, mais on va revenir à Westeros si vous voulez bien. Donc, l'absence de légitimité d'un dirigeant politique crée les conditions pour qu'à terme, la paix civile soit bouleversée. À ce moment-là, le pouvoir devient plus ou moins un lieu vacant qui est en dispute, et c'est donc la guerre pour le pouvoir qui commence. Parce que si bidule dirigeant n'est plus perçu comme légitime, alors qu'est-ce qui empêche machin et truc de venir dire non, moi je suis plus légitime ou le trône de fer c'est moi. Et c'est précisément ça qui a donné le coup d'envoi à la série. La mort du roi Robert crée un vide légal, le pouvoir est alors transmis à Joffrey, un gamin qui sera perçu comme totalement illégitime pour des raisons différentes en plus, déjà parce qu'il est cruel et que ses actions, notamment couper la tête de Ned Stark, conduisent à la guerre et à la rupture de la paix civile dont il est dépositaire en tant que roi, donc à ce moment-là il perd toute sa légitimité charismatique, mais aussi par la suite parce que tout le monde commence à apprendre qu'il est un bâtard et que en plus, il a même pas la légitimité traditionnelle, visiblement. Et là, avec Daenerys dans cet épisode, on est clairement très loin du moment où elle disait aux gens « Vous êtes libres de me suivre, votre liberté d'ailleurs ne m'appartient pas ». Bref, on est loin du moment où elle portait véritablement un projet émancipateur, entre guillemets, de rupture avec l'ordre établi, où elle disait aux gens « En fait, si vous voulez votre liberté, il faut la prendre. Moi, je peux vous appuyer, je peux servir avec ma puissance armée et mes dragons, mais fondamentalement, si vous voulez pas que ça change, moi, je peux rien faire pour vous, quoi. Lors de la discussion autour du plan de bataille pour attaquer Cersei et Port-Réal, et d'ailleurs à plusieurs reprises dans l'épisode, c'est pas le seul moment, Daenerys affirme que son destin, c'est de libérer les gens, ce qui vient contredire à 100% tout ce qu'elle a affirmé pendant les premières saisons. Il y avait déjà des signes annonciateurs, mais là, c'est acté, quoi. Elle s'est crue investie d'une légitimité de fait. On en a déjà parlé dans les précédents épisodes, elle s'imagine qu'il suffit que les gens plient le genou pour être légitime. C'est précisément ça qui fait d'elle un danger absolu pour la stabilité du royaume. Même quand elle accepte de tenter une discussion avec Cersei avant d'aller tout cramer sur suggestion de Tyrion, c'est pas du tout parce qu'elle a un problème moral avec le fait de tuer des innocents, ce qui, je le rappelle, était quand même la raison de base pour laquelle elle se battait, briser la roue du pouvoir qui écrase les innocents sur son passage, etc. C'est pour donner au peuple l'illusion qu'elle est de leur côté, et construire un récit, construire une ombre sur le mur, visant à prouver que Cersei est leur ennemi, mais pas elle. Dans les faits, les deux, Cersei et Daenerys, sont des ennemis du peuple parce qu'elles sont des ennemis de la paix civile. Et en ce sens, aucune des deux n'est légitime. Mais à la différence de Daenerys, Cersei, elle, est dépositaire quand même du pouvoir légal. C'est elle qui est assise sur le trône de fer. Et quand, comme Daenerys, tu n'as pas le pouvoir légal, tu as plutôt intérêt à être perçue comme légitime auprès des gens que tu prétends servir. Daenerys a oublié ses leçons, c'est pour ça qu'elle est vouée à se fracasser, je pense. Parce que déjà, sa puissance qu'elle tirait de sa légitimité charismatique en partie n'est plus aussi forte qu'avant, voire carrément inexistante auprès des gens qu'elle veut diriger. Elle est faible. Soit elle est condamnée à régner seulement légalement, comme Cersei, donc par la force, par la peur, si jamais en tout cas elle réussit à arracher le pouvoir légal, ce qui est mal parti. Cela voudrait-il dire que le pouvoir est nécessairement corrupteur, que les gens bien intentionnés, comme semblait l'être Daenerys, se font toujours corrompre dès qu'ils sont proches du pouvoir? Game of Thrones s'abstient de tirer cette conclusion un petit peu trop facile. La série nous offre le contre-exemple de cela en la personne de Jon, celui qui a du pouvoir, qui en a même beaucoup trop à son goût et qui est pourtant incorruptible. Alors certes, les gens comme Jon Snow sont assez exceptionnels et on ne peut pas s'empêcher de penser aux mots de Jeor Mormont, le père de Jorah qui était commandant de la garde de nuit alors que Jon Snow était un frère de la garde de nuit. Et Jeor Mormont disait qu'un gars comme Ned Stark qui choisirait son devoir, à savoir protéger les autres et protéger le royaume des hommes plutôt que son intérêt perso, c'était une personne sur 1 million. D'ailleurs, le parallèle avec Ned Stark est tout à fait flagrant, c'est d'ailleurs ce qui m'inquiète, parce que quand Jon part combattre dans cet épisode aux côtés de Daenerys, alors que tout le monde lui dit, ou lui sous-entend au moins très fortement, que Daenerys n'est pas quelqu'un en qui on peut avoir confiance, on peut pas s'empêcher de penser au moment où Ned Stark est parti au tout début de la saison 1
dans la capitale contre l'avis de tout le monde dans ce monde hostile où en général les Stark font pas long feu. Et d'ailleurs Sansa le dit, Port-Réal ne réussit pas aux gens de ma famille. Alors on peut prévoir que Jon risque de se retrouver pris dans une lutte de pouvoir entre deux Mad Queens, mais on va y revenir. Mais à ce stade, tous ses alliés, tous ses amis s'en vont. Tormund, les Sauvageons, Samuel et Gilly, et même son loup Ghost qu'il laisse partir au nord avec Tormund pour qu'il rentre chez lui, entre guillemets. Et au moment des adieux, chacune de ces personnes lui insuffle plus ou moins un avertissement. Le plus fort de ces avertissements étant celui de Tormund qui lui dit « Tu as le vrai Nord en toi ». Sous-entendu, le vrai Nord ne plie le genou devant personne. Ça nous renvoie d'ailleurs au moment où Mance Rayder est tué parce qu'en bon chef charismatique des Sauvageons, il a refusé de ployer le genou devant Stannis et a ainsi gardé vivante la souveraineté du peuple libre. Jon Snow, lui, a ployé le genou devant Daenerys pour garder les siens en vie. Mais maintenant que c'est fait, il va devoir faire un choix sur le lieu où repose sa loyauté. Comme le lui disent Sansa et Arya, et comme se le disent entre Tyrion et Varys, dans une conversation aussi extrêmement intéressante sur laquelle je reviens tout de suite. Cette conversation renvoie précisément à toutes les leçons de politique que la série nous a inculquées depuis le début. Tyrion n'a de cesse de répéter en boucle que Daenerys fera une bonne reine et qu'il a confiance en elle et en ses aptitudes. Mais on a l'impression d'entendre un fonctionnaire communiste en train de répéter en boucle que si, Staline fait un bon dirigeant pour la libération des peuples. Tyrion a fait un choix qui repose sur une personne et qu'il veut s'y tenir tout simplement. Et il a pas envie d'admettre que peut-être il s'est trompé, et c'est normal, en tant qu'être humain, on est comme ça. Quand on a fait un choix, on est poussé instinctivement à continuer dans cette voie, parce qu'admettre qu'on s'est trompé voudrait dire qu'on revient quelque part en arrière, et psychologiquement c'est super dur à accepter. Varys, lui, c'est autre chose. Il n'a pas oublié où allait sa loyauté, et sa loyauté à Varys, il l'a déjà dit il y a quelques saisons, ne repose pas dans une personne, elle repose dans le peuple et dans le royaume. Et c'est pour cela qu'il travaille, pour que les gens qui vivent dans le royaume puissent vivre et nourrir leurs enfants. Et là, la loyauté de Tyrion, elle repose pas vraiment sur le bien commun. Et c'est évident à quel point il se ment à lui-même. Quand Varys lui demande « À ton avis, qui ferait un meilleur dirigeant, Jon ou Daenerys ?» Tyrion répond « Non mais de toute façon, Jon il veut pas de la couronne. » Alors la question se pose pas. Pour le coup, c'est un petit peu de la lâcheté de la part de Tyrion. C'est pas une critique sur le personnage de Tyrion que j'aime beaucoup, c'est une constatation. Parce qu'il ose même pas s'admettre à lui-même qu'il a peur de Daenerys et qu'il a peur de sa réaction si jamais il lui disait qu'elle faisait fausse route. Et d'ailleurs Sansa met le doigt pile là où ça fait mal en lui disant si, t'as Max peur d'elle là. Et Tyrion a juste peur de regarder la réalité en face. Il s'est trompé, ou en tout cas, ce qui était vrai, ou ce qu'il pensait vrai il y a quelques saisons, ne l'est plus. Daenerys, à ce stade, est simplement une cinglée. Et elle ferait une très très mauvaise reine. Au sens où, bien loin de tout faire pour conserver la paix civile, elle est prête à la sacrifier, et donc à sacrifier des milliers de vies juste pour son pouvoir. Et symboliquement, la mort de Missandei à la fin de l'épisode, c'est extrêmement bien foutu. Missandei, c'est la toute première esclave que Daenerys a libérée à Astapor. Sa mort, pile à ce stade, symbolise la mort des idéaux pour lesquels Daenerys se battait dès le départ, à savoir l'émancipation des gens et le pouvoir au service de tous. Missandei incarnait en chair et en os tout ce que Daenerys avait fait de bien pour les gens. Pas pour elle-même, mais parce qu'elle ne supportait pas de voir des innocents piétinés par cette roue du pouvoir qui écrasait tout sur son passage. Le dernier mot de Missandei, juste avant qu'elle se fasse trancher la tête, c'est Dracarys. Et ce mot sonne comme le glas qui annonce la mort de l'hypothèse Daenerys. En tout cas comme hypothèse politique positive. Et ce destin tragique de Daenerys qui est en train de se profiler déjà depuis plusieurs saisons, mais bon, qui devient quand même assez flagrant là, c'est terrible à regarder pour nous, parce que qu'on apprécie ou pas le personnage de Daenerys, on faisait quand même reposer un certain nombre de choses sur elle en termes d'espoir, de mettre fin à une certaine tyrannie des puissants sur les petites gens. Et en l'espace de quelques saisons, sous nos yeux, le Messie est devenu démon, la libératrice est devenue tyran. Revenons donc à l'hypothèse Jon Snow. Lui, il veut pas régner, ce qui fait de lui, selon Platon, c'est pas moi qui le dis, le mieux placé en fait pour régner.
parce qu'il veut pas, précisément. Le problème en politique, c'est que quand les gens qui ne veulent pas le pouvoir, comme Jon Snow, le refusent quand même dans des situations de crise où il serait pourtant bien mieux placé que n'importe qui d'autre, ça veut dire que si Jon Snow ne prend pas sa responsabilité en disant ok, bon, je revendique le trône de fer, il est à moi, tout ça, foutez-moi la paix, je vais gérer le truc comme il faut. S'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il reste que les cinglés et les corrompus qui sont avides de pouvoir, qui vont se battre pour un trône vacant. Le pouvoir est là, il peut le prendre, il est légitime à le faire, et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il va choisir dans ce dilemme ? Ned Stark, avec lequel le parallèle a quand même été très largement fait, Stark l'a refusé, et il a perdu sa tête. C'est précisément parce qu'il ne veut pas de ce trône et qu'il faut absolument qu'il le prenne pour le salut de tous. Pas seulement parce qu'en tant que personne, il a au moins 2 types de légitimité, ce qui est pas mal, et d'ailleurs même le 3e type, la légitimité légale, rationnelle, il l'a selon les codes des gens du Nord, mais parce que c'est ce qu'il y a de bien et de juste à faire pour épargner des milliers de vies, pour sauver le royaume, pour sauver des milliers de gens de la tyrannie, que ce soit de Cersei ou de Daenerys. En fait, ça ne fera absolument aucune différence. À la différence de Ned Stark, Jon Snow a lui déjà été capable de prendre cette responsabilité quand il a accepté le poste de commandant de la garde de nuit et qu'il a dit bon bah ok, je vais faire ce qui est bien à la suite de ça, tant pis si ça me coûte la vie. Donc là, a priori, il en est capable aussi. Mais la question reste bien entendu en suspens. Après bon, il est plus tout seul et sa légitimité totale ou quasi totale n'est plus un secret dans la mesure où assez de gens sont au courant maintenant. Et assez de gens influents. Il a révélé son identité à Arya et à Sansa, qui d'ailleurs je soupçonne va peut-être jouer les Littlefinger et tout faire pour placer Jon sur le trône, parce qu'elle aussi a à cœur l'intérêt collectif. A priori, je pense que c'est elle aussi qui envoie, ou en tout cas elle en a discuté avec Arya, de l'envoyer à King's Landing pour tuer Cersei, mais ça c'est mon interprétation, et de toute façon Tyrion et Varys sont désormais au courant. Varys qui sent vraiment à quel point Daenerys comme reine ça purait vraiment grave du cul pour tout le monde, c'est pas dit explicitement mais c'est très très largement sous-entendu, et connaissant Varys c'est ce qu'il est en train de faire, qu'il est en train de réfléchir à comment se débarrasser le plus rapidement possible de Daenerys pour sauver tout le monde. Au-delà de tout ça, moi j'ai vraiment apprécié cet épisode en ce qui concerne les leçons de politique en fait. Il rappelle toutes les leçons de politique que la série nous a balancées à la figure depuis le début de la série. On a même la petite piqûre de rappel machiavélienne qui arrive au bon moment avec Bronn, quand il dit non mais c'est bon là, je crois plus à vos promesses, je crois plus à vos conneries, vous allez arrêter de parler, je demande du pognon. Et ça c'est vraiment une des leçons de Machiavel, c'est attention avec les mercenaires, c'est pas tes potes, ils bossent que pour eux, ils bossent que pour l'argent, ils ne te seront pas fidèles, ils ne seront pas fidèles ni à un pays, ni à un peuple, ni quoi que ce soit, ils suivent juste de manière très temporaire celui qui les paye le mieux, jusqu'au moment où ils trouvent quelqu'un qui les paye encore mieux. Voilà. En termes de réminiscence, il y a évidemment le moment où Tyrion d'ailleurs dit à Bronn oui le pouvoir réside là où les hommes croient qu'il réside, et Bronn il lui fait non mais ta gueule c'est bon stop quoi, j'en ai marre de ces conneries. Je trouve ça assez génial en fait, la manière dont il nous rappelle vraiment tous les trucs qui ont jalonné la série, et c'était vraiment ce qui manquait dans l'épisode précédent. La confrontation finale entre Cersei et Daenerys, enfin plus ou moins parce que Daenerys ouvre pas la bouche, elle est aussi pleine de réminiscences sur tout ce qui a fait la série jusqu'ici. Le moment où Cersei fait signe aux archers qui sont prêts à tirer sur Tyrion, ou d'ailleurs sur les autres aussi, parce qu'à cette distance, il pourrait très bien buter Daenerys et tout le monde, et puis la question serait réglée. Mais elle préfère faire comme à son habitude, une démonstration de puissance, sans avoir à la mettre à exécution, et ça nous rappelle vraiment le moment où, dans la saison 1, je crois, où elle chope Littlefinger et elle lui dit non, power is power. Ceci dit, dans cette scène, quand Daenerys se tient avec ses quelques immaculés devant les murailles de Port-Réal, on peut pas pareil s'empêcher de penser à ce qu'elle a fait dans la saison 3 et dans la saison 4, à Meereen, à Astapor, à Yunkai, et c'est comme si on avait l'ancienne Daenerys qui arrivait, qui avait pour projet, d'ailleurs c'était son projet, d'aller parler pas à Cersei, mais de parler aux gens de la ville, en mode comme elle l'avait déjà fait, regardez, je ne suis pas votre ennemi est à côté de vous, c'est lui qui vous affame, etc., etc. Comme on l'a vu, Daenerys n'a plus du tout la légitimité pour faire ça, elle n'a plus les atouts pour faire ça, et de fait, elle échoue. Elle peut pas s'adresser aux gens, et d'ailleurs, elle n'ouvre même pas sa mouille. Cersei est bien entendu bien plus maligne que les débiles de marchands d'esclaves de Yunkai. Cersei, ça fait 2 saisons qu'elle contribue à construire un récit, comme quoi elle protège le peuple de Port-Réal et le peuple des 7 royaumes de Daenerys. Et là, elle nous fait un moment Snow,
mais pas Jon Snow, l'autre dans Hunger Games, là, le président qui laisse rentrer tous les enfants du Capitole en disant je vous accueille, regardez, je vais vous protéger contre les méchants rebelles. Mais en vrai, il les utilise comme des boucliers, et ce moment où Cersei laisse rentrer tout le monde dans le donjon rouge rappelle totalement cette scène. Elle pense évidemment à sa protection et qu'elle en a strictement rien à faire du peuple, mais le peuple, lui, il se dit pas ça, il se dit juste je vais crever, il y a la folle avec ses dragons qui va arriver, et tout le monde va mourir, et moi je veux pas mourir, donc merci Cersei. Cersei a quand même contribué à construire tout un récit autour de Daenerys, qui serait une usurpatrice, qui serait absolument terrible et cruelle. Mais faut dire, elle avait pas à chercher bien loin non plus. On a tous en tête le souvenir cuisant de la saison 7, où Daenerys a cramé tout le monde, enfin, ou en tout cas elle a menacé après tous ceux qui ployaient pas le genou de tous les brûler vivants. Et comme le rappelle la conversation de Bronn avec les prostituées dans l'épisode 1 de cette saison, c'est un souvenir cuisant qui a traumatisé pas mal de monde. Donc déjà sur Daenerys la cruelle, fallait pas aller chercher très loin. Et vu ce qu'on sait maintenant, dans les faits, Daenerys n'est strictement rien d'autre qu'une usurpatrice. Une reine devenue folle, avide de pouvoir, devenue, tout comme son père, un véritable danger pour le royaume. Comme à Cersei, il ne lui reste plus que la force, que la tyrannie, que la violence, et des discours vides sur la liberté, sur le fait qu'elle protège les gens, à balancer aux gens pour les utiliser comme des boucliers. Au lieu donc de dire la vérité, ce que fait Jon Snow depuis le début, au lieu de dire aux gens que l'ombre platonicienne qu'ils regardent sur le mur de la caverne est une illusion totale, elle-même, Daenerys, est devenue une personne obsédée par cette ombre du pouvoir sur le mur. Dans l'allégorie de la caverne de Platon, en gros, c'est comme si Daenerys se tenait vraiment juste derrière les gens qui regardent l'ombre sur le mur, en pensant que c'est réel, et de ce fait, Daenerys s'imagine pouvoir contrôler l'ombre qui est projetée. Elle devient un serviteur du mensonge. Alors que le mensonge est précisément ce qui a causé la perte du royaume depuis le tout début, et depuis même avant le début de la série. Robert qui part en guerre contre les Targaryens sur la base d'un mensonge parce qu'il aime une femme qui ne l'aime pas en retour, et du coup il invente un bobard pour dire que le mec dont Lyanna est amoureuse l'a kidnappé et violé. Au lieu d'accepter la vérité, Robert Baratheon a choisi de projeter sur le mur une ombre mensongère de ce qu'était la vérité. Autre mensonge qui a conduit à des conséquences terribles pour tout le monde, c'est bien entendu le mensonge sur l'hérédité de Joffrey, qui fait que cette espèce de gosse gâté complètement cinglé et complètement sadique se retrouve au pouvoir et déclenche par-dessus ça une guerre, et qui met le royaume encore une fois à feu et à sang, avec à la clé la mort de milliers d'innocents. C'est pour moi le sens profond de l'épisode, hein. Le mensonge est la racine du mal. Il nous dit en gros que chaque fois que chacun d'entre nous renonce à la vérité, renonce à dire les choses comme elles le sont parce qu'elles ne nous font pas plaisir ou qu'elles nous font peur, nous contribuons à construire un royaume du mensonge qui a nécessairement des conséquences dramatiques pour tout le monde. C'est l'analyse d'ailleurs que fait Jordan Peterson dans son livre 12 règles pour une vie, dans le chapitre où il parle de l'importance de dire la vérité, de dire les choses comme on les perçoit de la manière la plus simple et directe, sans forcément gueuler ou quoi que ce soit, mais de les dire. Et son interprétation de ce qu'était l'Union soviétique, et qui a eu, comme on le sait, comme conséquence terrible la mort de, pas de milliers cette fois-ci, mais de millions de gens innocents. Pour Jordan Peterson, ça tient dans chacun des renoncements de chaque personne du pays à dire la vérité, à s'élever contre le mensonge qui était en train de se construire. Je dis pas qu'il y a que ça, mais ça en fait partie en tout cas. Et chaque personne, ou par intérêt personnel, ou par fainéantise, ou par peur, hein, comme Tyrion, a préféré passer outre le réel. Par là, toute la nation n'était plus qu'une succession de couches et de couches et de couches de mensonges, de renoncements qui ont mené à la construction au final d'un empire de l'illusion, hors de contrôle et délétère pour tout le monde du temps de son existence. Et quand ce truc s'est effondré, l'URSS, hein, les conséquences aussi ont été terribles pour tous les gens, à la fois ceux qui avaient contribué à l'élaboration de ce mensonge, mais eux ils s'en sont quand même mieux tirés que les autres, et surtout pour les innocents. Alors que va faire Jon Snow? C'est quand même le gars qui jusqu'ici a été prêt à tout sacrifier pour servir la vérité, ce que Ned Stark n'a pas fait. Il a sacrifié sa vie pour lever le voile et pour pouvoir éclairer l'intérieur de la caverne. C'est le mec qui a annoncé envers et contre tout, en prenant à chaque fois le contre-pied de millénaires de schémas politiques, mentaux,
de tout ce que vous voulez, qui a dit mais on va tous crever si on ne s'allie pas avec les sauvageons, qui a pris le risque de dire en fait c'est pas les sauvageons notre ennemi, c'était pas de ça qu'on était censé protéger le royaume des hommes, parce que Jon Snow lui n'est absolument pas intéressé par le fait de jouer avec des ombres. Il n'est pas intéressé par le pouvoir, ou en tout cas pas dans le sens où Varys l'entend quand il le décrit à Tyrion dans la saison 2 ou 3, quand il lui dit le pouvoir est une ombre sur le mur. Jon Snow, serviteur de la vérité, est poussé ici par Daenerys à mentir, à se mentir et à renoncer. Pourtant le mensonge n'a pas eu un effet tragique uniquement sur le royaume, mais aussi sur son enfance, sur lui-même. Et si Ned Stark avait voulu bien faire évidemment en le protégeant de Robert, en racontant un bobard sur le fait qu'il était un bâtard, ça n'empêche pas que cela a contribué à construire le royaume du pire. Donc à ce stade, s'il ne dit à personne la vérité sur le fait qu'il est l'héritier légitime du trône de fer, selon la légitimité traditionnelle, il renforce la légitimité traditionnelle de Daenerys, qui est la seule chose qui reste à Daenerys. On voit, je pense, qu'il fait son choix quand il en parle à Sansa et à Arya, et c'est totalement rassurant parce que ça veut dire que Jon Snow, malgré son amour qui est réel pour le coup pour Daenerys, il est capable, sans même forcément s'en rendre compte, de par ce qu'il est tout simplement, de faire les bons choix pour tout le monde. Jon Snow, un mec bien. À la semaine prochaine. Dracarys.